Je m'appelle Ethan Mitchell. J'ai 21 ans, et mes parents ont exigé que je donne mon fonds universitaire de 150 000 $ à mon frère aîné gâté le lendemain de l'avoir reçu. Avant de vous raconter comment j'ai fait une seule valise à 5 heures du matin et que j'ai disparu, faisant complètement exploser la vie qu'il connaissait, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais voir jusqu'où cette histoire va, car j'ai l'impression de ne pas être le seul à s'être jamais senti invisible dans sa propre maison. Pour comprendre comment tout cela a abouti à ce point de rupture, il faut comprendre le paysage de mon enfance. Ce n'était pas une zone de guerre avec des cris et des hurlements tous les jours. C'était quelque chose de plus calmé, à bien des égards, de plus dommageable. C'était un royaume où mon frère aîné Connor était le prince héritier, et où j'étais au mieux un palefrenier oublié. L'exemple le plus clair, le souvenir qui est gravé dans ma mémoire comme une marque, s'est produit le matin de Noël quand j'avais 16 ans. Toute la maison sentait le pain frais du sapin dans le salon et les brioches à la cannelle que ma mère, Martha, ne préparait qu'une fois par an. Ce parfum aurait dû être un réconfort, un signal de famille et de chaleur. Pour moi, ce n'était que la toile de fond d'un autre couronnement pour mon frère. Il avait 23 ans, et mes parents, Martha, une professeure d'anglais au lycée avec un goût pour les vêtements de créateurs qu'elle ne pouvait pas se permettre, et Richard, un vendeur d'assurance qui rêvait d'une retraite anticipée financée par ses fils, avaient déjà décidé qu'il était leur ticket de loterie gagnant. Une semaine plus tôt, pour son anniversaire, qui tombait toujours idéalement juste avant Noël, ils avaient dévoilé son grand prix, un PC de jeu sur mesure. Je ne parle pas de quelque chose que l'on achète en magasin chez Best Buy. C'était un monstre. Il avait 2 écrans incurvés, un processeur refroidi par liquide qui brillait d'un bleu étrange et un clavier avec des lumières arc-en-ciel qui pulsaient comme une petite boîte de nuit odieuse dans sa chambre. Cela a coûté 3500 $. Je connaissais le chiffre exact parce que mon père avait passé des semaines à se vanter auprès de ses amis au téléphone de l'affaire incroyable qu'il avait réussi à conclure. Quand Connor l'a vu, il a poussé un cri de joie pure et non filtré, et mes parents ont simplement rayonné. Leur visage s'illuminait d'une gloire réfléchie. C'était autant leur succès que le sien. Mon propre souhait de Noël cette année-là était un peu plus modeste. J'avais été accepté dans un programme scientifique d'été de 6 semaines, très compétitif, dans une université locale. C'était une grande chose pour moi, un pas tangible vers un avenir que je voulais désespérément, un avenir que je devais construire moi-même. C'était ma chance d'obtenir une véritable bourse d'études, une porte de sortie. Les frais d'inscription étaient de 300 $. Cela me semblait une montagne insurmontable, mais dans le schéma général des finances de notre famille, c'était une erreur d'arrondi comparée au nouveau jouet de Connor. Pendant un mois, j'avais laissé tomber des indices, ma propre campagne silencieuse et pleine d'espoir. J'ai laissé la lettre d'acceptation sur le comptoir de la cuisine, là où il ne pouvait pas la manquer. J'ai mentionné le programme de physique avancé au dîner. J'espérais, avec l'espoir idiot et désespéré d'un jeune homme de 16 ans, qu'il le verrait comme ce qu'il était, un investissement. Le matin de Noël arriva. La pile de cadeaux sous le sapin était, comme toujours, déséquilibrée. Connor a reçu une nouvelle chaise de jeu ergonomique pour accompagner son PC, un microphone haut de gamme pour le streaming et une pile de nouveaux jeux. J'ai reçu une seule enveloppe fine de mes parents. À l'intérieur, une carte générique avec un bonhomme de neige dessus. Une coupure nette de 20 $ y était glissée. Joyeux Noël était écrit dans la calligraphie impeccable et pleine de boucles de ma mère. Rien d'autre. Plus tard dans la journée, après que tous les papiers d'emballage aient été enlevés et que Connor était déjà enfermé dans sa chambre avec sa nouvelle installation, j'ai rassemblé tout le courage que j'avais. J'ai trouvé mes parents dans le salon en train d'admirer le sapin. Maman, papa, ai-je commencé, ma voix se faisant petite, à propos de ce programme scientifique. La date limite d'inscription est dans quelques semaines. Ma mère soupira, un long son théâtral de martyr fatigué. Elle se détourna de l'arbre, son expression étant celle d'une patience douloureuse. Oh, Ethan, chéri, nous en avons parlé. Nous sommes complètement fauchés après l'anniversaire de Connor et tout ça. Elle fit un geste vague vers la pièce. C'était juste tellement cette année. Nous ne pouvons pas. Peut-être peux-tu trouver quelque chose de plus abordable à faire cet été. Un emploi, peut-être? Plus abordable. Mon avenir ne valait pas 300 $, mais le hobby de mon frère valait plus de 10 fois ce montant. Le message était aussi clair que les décorations en verre sur l'arbre. Cette nuit-là, je me suis assis sur les marches froides du porche arrière, le billet de 20 $ serré dans mon poing. Il ressemblait à une note finale, une évaluation définitive de ma valeur.
La porte arrière s'ouvrit en grinçant, et ma tante Jessica, la sœur cadette de ma mère et la seule diseuse de vérité de la famille, s'assit à côté de moi. Elle n'a rien dit pendant longtemps, elle est juste restée assise là, une présence silencieuse et solidaire dans le froid. Finalement, elle me serra l'épaule. Son toucher était ferme, un contraste frappant avec le sentiment de vide à l'intérieur de ma poitrine. « Ils ne te voient pas, Ethan, dit-elle, sa voix basse et féroce. Ils sont tellement aveuglés par l'éclat de ce garçon d'or qu'ils ne peuvent pas voir le vrai diamant juste devant eux. Mais je te vois, elle me serra à nouveau l'épaule, et un jour ils vont le regretter plus que tu ne peux l'imaginer. Je ne le savais pas à l'époque, mais ces paroles étaient une prophétie. Et 5 ans plus tard, tout allait se réaliser, déclenché par un seul acte de générosité inattendu, un cadeau que mes parents verraient immédiatement non pas comme mon salut, mais comme le leur. Ils pensaient que mon avenir n'était qu'un autre atout qu'ils pouvaient exploiter. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de le liquider et de disparaître. 5 ans. C'est long de faire profil bas. De vivre dans l'ombre alors que la vie de ton frère est un défilé constant et aveuglant. Pendant que Connor tapissait son Instagram de photos des Bahamas, de voyages de ski à Aspen, de salons VIP à New York, le tout financé par une série de mystérieux succès commerciaux, mon monde était le bourdonnement silencieux et éclairé au néon de la bibliothèque du Lehigh Valley Community College. Je n'étais pas seulement un étudiant. J'y travaillais 30 heures par semaine, rangeant des livres, tenant la réception, respirant le parfum du vieux papier et de la cire à plancher qui est devenu mon étrange et solitaire réconfort. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien, obtenant un diplôme d'associé en administration des affaires. Ce n'était pas un diplôme tape à accent grave-l'œil d'une école prestigieuse, mais c'était le mien. J'avais gagné chaque crédit, payé chaque livre, écrit chaque article. La cérémonie de remise des diplômes elle-même était une métaphore parfaite de ma vie jusqu'à ce moment-là. Mes parents sont arrivés en retard, se glissant sur leur siège juste au moment où mon nom était appelé. Ils ont fait un signe de la main superficielle, leurs yeux déjà fixés sur leur téléphone. Ils sont partis avant même la fin de la cérémonie. Ils devaient assister à un dîner d'affaires avec Connor, ont-ils expliqué dans un texto précipité. Bien sûr, ils l'ont fait. Son entreprise de pièces automobiles, Mitchell Motor, avait été lancée 3 ans auparavant avec un prêt de $50 000 de leur part. Cet argent avait une histoire. Il était dans un compte d'épargne, un compte que ma grand-mère avait aidé à ouvrir, intitulé L'éducation d'Ethan et de Connor. Mais quand Connor a décidé qu'il voulait être entrepreneur, le compte a été vidé et les fonds ont été entièrement redirigés vers lui. Ma moitié de mon fonds d'éducation a disparu sans même une discussion. Les personnes qui étaient réellement là pour moi le jour de la remise des diplômes, les personnes dont les applaudissements étaient le seul son qui comptait, étaient ma vraie famille. Mon meilleur ami Marcus s'est levé et a applaudi si fort qu'il a embarrassé ses propres parents. Sa famille a toujours été mon sanctuaire, un modèle de ce à quoi ressemble une maison normale et aimante. Madame Ramirez, mon ancienne conseillère d'orientation au lycée, qui était devenue un mentor à distance, a fait 1 heure de route pour être là, rayonnant de fierté d'une manière qui ressemblait plus à de la fierté parentale que tout ce que j'avais jamais reçu de mes propres parents. Et ma patronne de la bibliothèque, Madame Chen, une femme sévère mais profondément gentille, a glissé une carte avec un billet de $100 dans ma main et m'a dit « Tu vas faire de grandes choses, Ethan. Ne laisse personne te dire le contraire. » Leur confiance en moi était le carburant qui me faisait avancer. Quelques jours après la remise des diplômes, j'étais assis à notre table de cuisine usée. Le soleil du matin entrait à flots, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Devant moi, il y avait une pile de lettres et une tasse de café qui refroidissaient, des lettres d'acceptation. J'avais passé des mois à rédiger mes candidatures, à peaufiner mes essais, et cela avait porté ses fruits. Il y avait une offre de bourse complète de l'université d'État. C'était le choix raisonnable, le chemin pratique. C'était le choix que mes parents s'attendaient à ce que je fasse. Et puis il y avait l'autre lettre, une épaisse enveloppe de couleur crème portant les armoiries du Westford College. Westford était le rêve. Une école privée de premier plan avec un programme de commerce légendaire. Y entrer était une prière désespérée, un coup de poker, mais j'avais réussi. L'acceptation ressemblait à une validation de chaque nuit tardive, de chaque sacrifice. Et puis il y avait la déclaration des frais de scolarité, $35 000 par an. C'était un chiffre si élevé, si loin de ma réalité, qu'il ressemblait à une blague. C'était une porte qui s'ouvrait juste pour me montrer un monde auquel je ne pourrais jamais entrer. Je regardais cette lettre, un mélange de fierté et d'amère déception se tordant dans mes tripes, quand mes parents sont entrés.
Ils portaient les expressions les plus étranges, des sourires brillants et synchronisés qui n'atteignaient pas leurs yeux. C'était le genre d'expression que l'on porte quand on essaie de vendre quelque chose. Ethan, commença ma mère, sa voix pleine d'une douceur synthétique. Elle lissa le devant de son chemisier coûteux, un geste nerveux et révélateur. Ton père et moi avons parlé, et nous avons la plus merveilleuse des idées. Je levai un sourcil. Oh, oui, ton 21e anniversaire approche à grands pas. Mon père, Richard, intervint, sa voix résonnant d'un faux enthousiasme. C'est une étape importante pour un jeune homme, un véritable rite de passage, et nous avons décidé qu'il était grand temps de t'organiser une fête digne de ce nom. Je les fixais simplement, mon café oublié. Une fête? Le mot semblait absurde. Mes anniversaires étaient généralement marqués par une simple part de gâteau de supermarché avec une bougie plantée dedans. Une année, mon cadeau a été un paquet de nouvelles chaussettes pour l'école. Une fête, une vraie fête, était tellement hors du domaine du possible que j'étais sûr de les avoir mal entendus. Oui, gazouilla ma mère. Une vraie célébration. Nous inviterons toute la famille, tes tantes, tes oncles, tes cousins, tous nos amis. Nous ferons appel à un traiteur. Nous voulons montrer à tout le monde à quel point nous sommes fiers de notre diplômé universitaire. Le coup de fouet a été intense. Pendant 21 ans, j'étais une réflexion après coup. Maintenant, soudainement, j'étais digne d'une fête avec traiteur. Mes sonnettes d'alarme interne ne sonnaient pas seulement, elles hurlaient. Quelque chose n'allait pas. Il ne s'agissait pas de moi. Impossible. Mes soupçons ont été confirmés plus tard dans la journée par un texto de ma cousine Zoé, la fille de tante Jessica. J'ai entendu parler de la fête surprise. Tellement aléatoire. MDR. Au fait, ta mère vient d'appeler ma mère pour obtenir la recette du gâteau des anges préféré de grand-maman Éléanore. Elle a dit que grand-maman faisait un voyage surprise pour ça. Juste pour info, grand-maman Éléanore. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place, et l'image qu'elle a formée était laide. Ma grand-mère, la mère de mon père, était la matriarche de la famille. Elle vivait dans une maison calme et majestueuse à Concord, dans le Massachusetts, et elle était vive comme l'éclair. Elle était la seule personne que mes parents semblaient vraiment craindre et la seule personne qui, dans toute ma vie, les avait dénoncés pour leur favoritisme flagrant. Elle faisait rarement le voyage en Pennsylvanie. S'il l'attirait avec son gâteau préféré, cette fête n'était pas une célébration. C'était une embuscade, et j'étais l'appât. 2 jours avant la fête, j'ai eu toute la confirmation dont j'avais besoin. Je descendais les escaliers tard dans la nuit, et je les ai entendus parler dans la cuisine. Leur voix était basse, des chuchotements tendus. Je me suis aplati contre le mur dans le couloir sombre, mon cœur battant la chamade. Richard, es-tu absolument sûr que tout est parfait? S'inquiéta ma mère. Tu sais comment est ta mère. Elle remarque tout. Ça doit être parfait, Martha. La voix de mon père était tendue, urgente. Nous devons faire en sorte que cela fonctionne. Elle doit voir que nous faisons un réel effort concerté avec Ethan. Tu sais comment elle réagit à propos, tu sais, des garçons. Je sais, soupira ma mère. Elle ne cesse de dire que nous gâtons Connor. Nous ne pouvons pas nous mettre du mauvais côté avec elle en ce moment, Richard. Pas maintenant. Le cadeau annuel qu'elle nous fait est la seule chose qui empêche nos cartes de crédit d'être refusées. Leurs voix ont baissé encore plus, mais je n'avais plus besoin d'en entendre. Le sentiment froid et maladif d'être utilisé m'a envahi. Je n'étais pas un fils à célébrer. J'étais un accessoire à positionner sur scène pour leur performance la plus importante de l'année. J'étais un poney de spectacle sorti pour prouver qu'ils étaient de bons et justes parents, le tout dans une tentative désespérée de maintenir l'argent de ma grand-mère à flot. Je reculais silencieusement, les planches du plancher gémissant sous mes pieds. Je suis sorti en titubant par la porte arrière, ayant besoin d'air, me sentant sur le point d'être malade. Mon téléphone était dans ma main avant même que je réalise que j'étais en train de composer un numéro. Tante Jessica? Ma voix était tremblante. Ethan, il est tard. Tout va bien? Sa voix était immédiatement alerte. Il me donne une fête, dis-je d'un ton monocorde. Une grande. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête, les mêmes qui tournaient dans la mienne. Oh, chérie, dit-elle, sa voix remplie d'une tristesse lasse. Écoute-moi. Je ne devrais probablement pas te dire ça,
mais tu mérites de savoir dans quoi tu t'embarques. Tu dois être préparé. C'est à propos de Connor, n'est-ce pas? C'est toujours à propos de Connor, dis-je avec amertume. C'est grave cette fois, Ethan. Son entreprise est en train de couler. Tu connais Douglas Harrington, l'ancien camarade de collège de ton père qui possède toutes ses concessions automobiles. Il était la baleine de Connor, son plus gros client. C'était la seule chose qui maintenait cette entreprise à flot. Oui, je le connais. Eh bien, Connor a commencé à sortir avec sa fille, Vanessa. Douglas, qui est très protecteur, lui a dit de se retirer. Il l'a averti. Et Connor, étant Connor, s'est juste moqué de lui. Alors Douglas a retiré tous ses comptes. L'entreprise perd de l'argent à flot. Tes parents le soutiennent secrètement depuis des mois, mais ils sont à court de carburant. Toute la mascarade dégoûtante était maintenant limpide. La fête, les faux sourires, l'intérêt soudain pour ma vie, tout cela était un jeu désespéré. Ils ne célébraient pas ma remise de diplôme. Ils mettaient en scène une production de Les parents aimants et juste pour un public d'une seule personne, ma grand-mère riche. Ils espéraient une critique élogieuse, une critique qui viendrait avec un très gros chèque, un chèque qu'ils pourraient ensuite utiliser pour renflouer l'enfant d'or une fois de plus. Le matin de mon 21e anniversaire arriva. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu la modeste Toyota Camry de ma grand-mère se garer dans l'allée. C'était un contraste frappant avec la BMW louée et tape à accent grave l'œil de mes parents, une voiture qui criait « Nous avons réussi », alors que la réalité était tout autre. Je l'ai rencontré à la porte, et son étreinte était la seule chose réelle que j'avais ressentie depuis des jours. « Voilà mon brillant garçon, dit-elle, ses yeux clairs et vifs, se plissant au coin. Un diplômé universitaire. Je suis tellement incroyablement fier de toi. Alors dis-moi, quelle est la prochaine étape pour toi, mon chéri? » Nous sommes entrés dans le salon, que ma mère avait transformé en une salle d'exposition stérile. Ma mère planait, un tourbillon d'hospitalité anxieuse. Eh bien, grand-maman, ai-je commencé, parfaitement conscient de l'attention laser de ma mère sur moi, j'ai eu la chance d'être admis dans quelques très bonnes écoles. C'est merveilleux, dit-elle, me serrant la main. L'université d'État m'a offert une bourse complète, dis-je. Mes parents, qui se tenaient à proximité, hochèrent la tête et rayonnèrent comme si je venais d'annoncer un remède contre le rhume. C'était la partie du scénario qu'ils approuvaient, sûr, gratuit. J'ai pris une inspiration, un petit acte de défi. Et j'ai aussi été admis au Westford College. Le sourire de ma mère s'est resserré d'1 millimètre. Les hochements de tête de mon père ont ralenti. C'était hors scénario. C'est une école privée très prestigieuse, continuai-je, adressant mes mots uniquement à ma grand-mère. Leur programme de commerce est l'un des meilleurs, mais les frais de scolarité sont, eh bien, c'est environ 35 000 $ par an. Grand-maman Eleanor ne broncha pas. Elle hocha simplement la tête pensivement, un petit sourire illisible jouant sur ses lèvres. Elle me tapota la main. Un investissement dans l'excellence n'est jamais une perte d'argent, dit-elle, ses yeux pétillants comme si nous partagions un grand secret. Nous en reparlerons plus tard. À ce moment-là, j'ai ressenti une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas seulement de l'espoir, c'était du pouvoir, et j'avais le sentiment que l'équilibre de celui-ci dans notre famille était sur le point de changer de façon sismique. La fête, ou plus exactement, la performance, commença sérieusement. Les invités commencèrent à remplir la cour arrière, un mélange soigneusement organisé des amis de mes parents, ceux qu'ils voulaient impressionner, et une poignée de membres de la famille. Tante Jessica et son mari Tom m'ont trouvé en premier. Elle me donna une étreinte pleine de compréhension tacite et murmura « Tiens bon, mon garçon. Je te surveille. » Ma cousine Zoé me fit un clin d'œil rapide et conspirateur de l'autre côté de la pelouse. Ils étaient mes alliés silencieux dans cette mascarade. Mes vrais amis, ma famille choisie, formaient un petit îlot d'authenticité dans une mer de superficialité. Marcus et ses parents, Madame Chen de la bibliothèque, et Madame Ramirez, ma conseillère d'orientation au lycée, se sont tous rassemblés autour de moi. Leur présence était un réconfort, un rappel que ma valeur n'était pas déterminée par la famille dans laquelle je suis né. Mon père, Richard, était dans son élément. Il joua le rôle du patriarche fier et jovial à la perfection. Il était un tourbillon de mouvements, maniant le grill avec une flair théâtrale que je n'avais jamais vue auparavant, retournant des hamburgers avec un mouvement exagéré du poignet, riant un peu trop fort à ses propres blagues, et tapotant les hommes dans le dos avec des coups forts. Il travaillait la foule,
s'assurant que chaque personne le voyait comme le père attentionné de l'homme du moment. Ma mère, Martha, était encore plus dévouée à son rôle. Elle orbitait autour de ma grand-mère, un satellite de dévotion anxieuse. Éléanore, puis-je vous apporter un autre thé glacé? Éléanore, vous devez essayer cette salade de pâtes. Je l'ai faite juste pour vous. Éléanore, c'est une histoire merveilleuse. Son rire était aigu et fréquent. C'était une performance magistrale de piété filiale, et ça me faisait mal aux dents. La seule personne qui restait manifestement absente de cette grande production était celle dont il s'agissait secrètement, mon frère Connor. Chaque fois qu'un invité posait des questions à son sujet, mes parents avaient une réponse bien répétée. « Oh, Connor, il est juste un tourbillon d'ambition, disait ma mère, sa main flottant vers sa poitrine. Il conclut un accord massif pour son entreprise aujourd'hui. Il s'est senti terriblement mal de ne pas pouvoir être ici dès le début, mais les affaires sont les affaires. Il a promis qu'il essaierait de passer plus tard. Un accord massif. Le mensonge était si doux, si pratiqué. Les paroles de tante Jessica résonnaient dans mon esprit, son entreprise est en train de couler. Ils ne mentaient pas seulement à leurs amis. Ils se mentaient à eux-mêmes, construisant un monde fantastique où leur enfant d'or était un capitaine d'industrie au lieu du capitaine d'un navire qui coule. Le soleil de l'après-midi tapait fort. Après quelques heures de mélange forcé et de sourires forcés, ma mère annonça qu'il était temps de prendre le gâteau. Bien sûr, c'était le gâteau préféré de grand-maman Éléanore, un délicat gâteau des anges avec un léger glaçage au citron. Pendant que ma mère coupait le gâteau, ma grand-mère se leva, tapotant son verre d'eau avec une cuillère. Un silence se fit sur la foule bavarde. Tous les regards se tournèrent vers elle. Mes parents la flanquaient, leurs visages arrangés en expression d'anticipation fière. « J'aimerais dire quelques mots, annonça-t-elle, sa voix claire et forte. C'était une voix qui commandait l'attention sans jamais avoir à élever son volume. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer un jeune homme remarquable. Nous ne célébrons pas seulement le 21e anniversaire d'Ethan, mais aussi sa remise de diplôme avec mention très bien et son admission dans plusieurs bonnes universités. Elle se tourna vers moi, et son sourire était si sincère, si plein de chaleur, que pendant un instant, toute la mascarade fondit. Dans ses yeux, je n'étais pas un accessoire. J'étais la raison pour laquelle nous étions ici. Ethan, mon cher petit-fils, dit-elle, son regard balayant la foule avant de revenir sur moi, j'ai eu le grand plaisir de te regarder grandir. Je t'ai vu travailler avec une diligence tranquille et une puissante intégrité qui sont vraiment rares. Tu n'as jamais rien demandé que tu n'aies pas gagné, et tu n'as jamais tenu une seule occasion pour acquise. Tu as une force de caractère que certaines personnes, elle fit une pause, ses yeux se dirigeant pendant une fraction de seconde vers la chaise vide et symbolique où Connor aurait dû être, pourraient beaucoup apprendre. Du coin de l'œil, j'ai vu la main de ma mère, celle qui tenait le couteau à gâteau, se serrer. Ses jointures étaient blanches. Le masque jovial de mon père avait complètement glissé, révélant l'homme tendu et anxieux en dessous. Il commençait à réaliser que ce discours ne se déroulait pas selon leur scénario. Quand Ethan m'a parlé plus tôt dans la journée de son admission au prestigieux Westford College, continua grand-maman, sa voix résonnant de fierté, j'ai pu voir la passion dans ses yeux. C'est un endroit où il va sans aucun doute prospérer. Mais j'ai aussi vu la résignation pratique d'un jeune homme qui croit qu'un tel rêve est financièrement hors de portée. Elle tendit la main dans son sac à main classique et bien usé et en sortit un dossier épais de couleur crème. Ce n'était pas une enveloppe. C'était un portfolio. Mon cœur, qui avait battu un rythme constant d'anxiété, commença à marteler contre mes côtes. Un rêve comme celui-là ne devrait pas être refusé à cause de l'argent, déclara-t-elle. Un investissement dans un esprit comme celui d'Ethan est l'investissement le plus judicieux que je puisse faire. Elle s'est avancée vers moi, tout le monde silencieux, leurs yeux suivant chacun de ses mouvements. Elle a déposé l'épais dossier dans mes mains. Sa main était chaude et ferme, la mienne tremblait. « Je ne te fais pas un cadeau, Ethan, a-t-elle annoncé à la foule stupéfaite. Je fais un investissement. J'ai mis en place un fonds fiduciaire irrévocable pour l'éducation à ton nom. Il contient 150 000 $. C'est suffisant pour couvrir tes frais de scolarité à Westford, tes dépenses de subsistance, et pour te donner le départ dans la vie que tu as si minutieusement et impressionnantement mérité. Pendant 3 secondes entières, le seul son était le bourdonnement d'une abeille près de la table des desserts. Le monde semblait s'être arrêté. Puis, le silence a été brisé. Tante Jessica a laissé échapper un halètement audible, sa main volant à sa bouche. Marcus et Zoé ont éclaté de joie, applaudissant sauvagement.
Leur joie était contagieuse, et bientôt toutes les personnes qui étaient mes vrais amis et ma famille se sont jointes à eux. Une vague de bonheur authentique qui était si puissante qu'elle a failli me renverser. Madame Chin pleurait ouvertement, tamponnant ses yeux avec une serviette, un énorme sourire sur son visage. Tout le monde célébrait. Tout le monde sauf 2 personnes. J'ai finalement détourné mes yeux du dossier dans mes mains et j'ai regardé mes parents. Ils étaient figés, debout près de la table du gâteau comme des statues sculptées dans la glace. La couleur avait disparu de leur visage, les laissant d'un blanc pâteux et maladif. Ma mère avait l'air d'avoir été giflée. La mâchoire de mon père était relâchée, ses yeux grands ouverts avec un regard de choc et d'horreur pure et absolue. Ils ne me regardaient pas, moi, leur fils, dont l'avenir entier venait d'être transformé. Ils fixaient le dossier dans mes mains comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Et à ce moment-là, j'ai compris toute la profondeur dégoûtante de leur plan. Ils n'avaient jamais eu l'intention que grand-maman me donne de l'argent. Ils avaient monté tout ce spectacle, cette pièce de théâtre élaborée, en espérant que grand-maman serait tellement impressionnée par leur prétendue équité qu'elle leur donnerait un chèque conséquent, un chèque qu'ils pourraient ensuite discrètement détourner pour renflouer Connor. Ma grand-mère, dans sa sagesse tranquille et sa brillance stratégique, avait vu clair dans leur jeu. Elle les avait complètement contournés. Elle m'avait donné l'argent directement, et elle l'avait fait publiquement, d'une manière qu'ils ne pouvaient absolument pas nier ou cacher. Elle n'avait pas seulement financé mon éducation. Elle les avait mis échecs et mat devant tout le monde. La fête s'est dissoute dans un flou après cela. Alors que les derniers vrais invités partaient, une voiture de sport élégante, une voiture dont je savais pertinemment que Connor avait des mois de retard de paiement, a crissé dans l'allée. Connor en est sorti en titubant. Il avait l'air d'avoir été traîné à travers une haie à reculons. Sa chemise de marque était froissée et sortie de son pantalon, ses cheveux étaient un gâchis gras, et ses yeux étaient cernés et injectés de sang. L'odeur d'alcool rassis s'échappait de lui. Il s'est traîné vers moi, évitant mes yeux. « Joyeux anniversaire, frangin » a-t-il marmonné, son regard se déplaçant autour de la cour comme s'il cherchait quelqu'un de plus important à qui parler. Il n'y a pas eu d'étreinte, pas de carte, pas même une vraie poignée de main. Puis, il m'a frôlé et s'est dirigé directement vers la cuisine où mes parents rangeaient, leurs mouvements vifs et colériques. Je me tenais à nouveau dans le couloir, un fantôme invisible dans ma propre maison. À travers la fente de la porte de la cuisine, j'ai pu entendre son murmure urgent et désespéré. « Elle l'a fait ? Avez-vous eu l'argent ? Combien vous a-t-elle donné ?» Le silence qui a suivi a été sa réponse. Plus tard dans la soirée, longtemps après le départ des invités et le silence de la maison, ma grand-mère m'a trouvé assis sur le porche arrière. Elle s'est assise à côté de moi comme tante Jessica l'avait fait 5 ans plus tôt. C'était toute une performance aujourd'hui, a-t-elle dit. En effet, ai-je répondu, avec un faible sourire. Je ne sais pas quoi dire, grand-maman. Merci n'est pas un mot assez grand. Il n'y a pas besoin de remerciements, a-t-elle dit, se tournant vers moi, mais il y a besoin de prudence. C'est pourquoi je t'ai donné ceci. Elle a tapoté le dossier que je tenais toujours dans mes mains. Ouvre-le quand tu es seul. Lis-le attentivement. Ce n'est pas un chèque, Ethan. C'est une forteresse. Je l'ai regardé, confus. Cet argent est dans un fonds fiduciaire irrévocable, a-t-elle expliqué, sa voix basse et sérieuse. Mon avocat, Monsieur Davison, l'a mis en place la semaine dernière. Il est blindé. Les fonds ne peuvent être libérés pour toi qu'à la présentation de ces documents ainsi que de tes papiers d'inscription officiels du Westford College. Ils ne peuvent être consultés par personne d'autre, pour aucune autre raison. J'ai finalement compris le poids de ce qu'elle avait fait, la brillance de cela. Pourquoi ? Pourquoi prendre toute cette peine, ai-je demandé. Ses yeux, habituellement si chaleureux, sont devenus durs comme du silex. Parce que je connais mon fils, Ethan, et je connais sa femme. Je savais qu'ils étaient en difficulté, et je savais qu'ils prévoyaient de t'utiliser pour résoudre leurs problèmes. Je voulais m'assurer que mon aide allait là où elle était méritée et qu'elle ne pouvait pas être détournée. Elle a tendu la main et a posé sa main sur mon bras, sa prise étonnamment forte. Ces prochains mots m'ont donné un frisson dans le dos. Ils ne peuvent pas te prendre ça, Ethan. Tu comprends ? Ils ne peuvent pas te forcer. Ils ne peuvent pas le voler. Il n'y a qu'une seule façon pour eux d'obtenir cet argent. Elle s'est penchée plus près, ses yeux perçant les miens. Ils doivent te faire le leur donner. N'ose pas les laisser faire. J'ai serré le dossier contre ma poitrine, je me sentais comme un bouclier.
Elle ne m'avait pas seulement donné de l'argent, elle m'avait donné une armure. Elle m'avait donné un choix. Et en écoutant les murmures bas et colériques venant de l'intérieur de la maison, j'ai eu le terrible sentiment que j'allais devoir l'utiliser. Le lendemain, grand-maman Eleanor est retournée au Massachusetts en voiture. Son départ a laissé un vide dans la maison, un vide qui a été rapidement comblé par une tension épaisse et suffocante. Les ballons de fête de mon anniversaire étaient toujours accrochés au coin du plafond, des rappels tristes et dégonflés d'une joie qui avait duré moins de 24 heures. Ce soir-là, nous trois, mes parents et moi, nous sommes assis pour dîner. Ce n'était pas un repas, c'était un tribunal. Le silence était une présence physique, lourde et chargée. Ma mère, Martha, poussait un seul haricot vert autour de son assiette avec sa fourchette, le bruit de raclement fort dans la pièce silencieuse. Mon père s'est raclé la gorge, une série de petits aboiements secs qui n'ont rien fait pour briser la tension. Finalement, il a posé son couteau et sa fourchette avec une précision délibérée et théâtrale. Le spectacle était sur le point de commencer. Ethan, a-t-il commencé, sa voix soigneusement neutre, la voix qu'il utilisait avec ses clients lorsqu'il essayait de leur vendre une police dont ils n'avaient pas besoin, ta mère et moi pensons qu'il est temps que nous ayons une discussion familiale sérieuse. Je me suis préparé, mes mains serrées en poing dans mes genoux. J'attendais cela depuis le moment où la voiture de ma grand-mère était sortie de l'allée. Je ne savais juste pas à quel point cela allait devenir laid. Comme tu le sais, a-t-il continué, ses yeux fixés sur un point sur la nappe juste au-delà de mon assiette, ton frère Connor traverse une période très difficile. Ma mère a immédiatement trouvé sa voie, sautant pour défendre son enfant chéri. Ce n'est pas de sa faute, a-t-elle dit, son ton vif, défensif. Cet homme horrible, Douglas Harrington, a retiré son soutien pour une raison complètement personnelle. C'était non professionnel. Connor a travaillé si incroyablement dur. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas rire. L'idée que Connor se faisait de travailler dur était de mettre à jour son profil LinkedIn. Le fait a interrompu mon père, ramenant la conversation sur les rails, qu'il traverse une crise financière temporaire. Les banques, les créanciers, ils lui mettent la pression. Il a juste besoin d'un petit pré-relais pour traverser cette passe difficile. Connor lui-même est apparu dans l'embrasure de la porte à ce moment-là, comme s'il avait été invoqué par la mention de son nom. Il avait l'air encore pire qu'à la fête. Il ne s'était pas rasé, et ses yeux étaient rouges et cernés. Il s'est appuyé contre le chambranle de la porte, une caricature d'un héros tragique. Ils vont tout prendre, a-t-il marmonné, sa voix chargée d'apitoiement sur lui-même. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, ma voix plate et sans émotion. Je ne ressentais rien pour lui. C'était un étranger qui se trouvait partager mon ADN, mais je ne suis pas sûr de ce que tout cela a à voir avec moi. Mes parents ont échangé un regard. C'était une communication silencieuse et télépathique qu'ils avaient perfectionnée au fil des décennies, un regard qui signifiait toujours qu'ils étaient unis contre moi. C'était le regard qui disait, d'accord, il est temps de passer à l'offensive. Eh bien, chérie, a dit ma mère, sa voix soudainement dégoulinant d'une douceur maladive et manipulatrice qui me hérissait les poils, la famille est de la famille. C'est la règle la plus importante. C'est le fondement de tout. Nous vous l'avons toujours appris, n'est-ce pas? Le mensonge était si incroyablement audacieux que j'ai failli m'étouffer. Il ne m'avait jamais appris ça. Il m'avait appris une règle très différente, tout le monde est le Connor. C'était une rue à sens unique, et je ne faisais que partie du trottoir. Mon sang s'est glacé en voyant se profiler la destination finale et inévitable de cette conversation. Ta mère et moi avons réfléchi, a dit mon père, sa voix maintenant un baryton doux et raisonnable, comme s'il expliquait une simple proposition commerciale, et nous pensons avoir trouvé la solution parfaite, un moyen de résoudre le problème temporaire de Connor et de renforcer notre famille en même temps. Ce cadeau très généreux que ta grand-mère t'a fait, cela pourrait être la réponse à toutes nos prières. Je les ai juste regardés, ma fourchette figée à mi-chemin de ma bouche. Je savais que ça allait arriver, mais entendre les mots prononcés à voix haute me faisait toujours l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Vous voulez que je donne à Connor l'argent de mon université? Ma voix est sortie comme un murmure étranglé. C'est la seule chose logique à faire, a interrompu Connor depuis l'embrasure de la porte, soudainement animé. Le rôle de victime a disparu, remplacé par une lueur de son ancien droit habituel. Mon entreprise est un actif établi, c'est un investissement dans le monde réel. C'est bien plus important qu'un diplôme d'arts libéraux abstrait que tu pourrais même ne pas utiliser. Je te le dis, Ethan, une fois que je serai de nouveau sur pied,
je jure de te rembourser le double, le triple. Me rembourser. La même promesse vide qu'il faisait depuis toujours. Cela ne valait rien. Cet argent est pour mon éducation, ai-je dit, ma voix gagnant en force. J'ai posé ma fourchette sur mon assiette. Mon appétit avait complètement disparu. Grand-maman a établi ce fonds fiduciaire spécifiquement pour que j'aille au Westford College. Il est légalement affecté. Oh, ne sois pas si dramatique et légaliste, a raillé ma mère, sa douce façade s'effondrant pour révéler la femme dure et pragmatique en dessous. Tu as une bourse complète pour l'université d'État. C'est une bonne école. Tu peux toujours aller à l'université. Il ne s'agit pas de te refuser une éducation. Il s'agit de sauver les moyens de subsistance de ton frère. Il s'agit de sauver cette famille. Il a besoin de cet argent maintenant, Ethan. Un seul mot, un mot que j'avais avalé 1 million de fois, un mot qui avait été chassé de moi par des années de soumission silencieuse, s'est élevé dans ma gorge. Cette fois, je ne l'ai pas avalé. Je l'ai laissé sortir. Non. C'était calme. C'était calme. Mais il a atterri dans la pièce silencieuse comme un boulet de canon, brisant la fragile paix. Le changement sur le visage de mon père a été instantané et terrifiant. Le négociateur calme et raisonnable a disparu, remplacé par un étranger avec de la fureur dans les yeux. Son visage est devenu rouge foncé et marbré. Quoi, a-t-il grogné, sa voix un grognement bas. Tu viens de me dire non? J'ai dit non, ai-je répété, ma voix plus forte cette fois, plus claire. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé, mais ma voix n'a pas vacillé. L'argent est à moi. Grand-maman s'en est assurée. Je ne vais pas le lui donner. C'était ça. Le point de rupture. Il a explosé de sa chaise, les pieds raclant violemment contre le plancher de bois franc. Avant même que je puisse penser à réagir, il était sur moi. Il m'a attrapé par l'épaule de mon t-shirt, ses doigts s'enfonçant dans mon muscle comme des serres, et m'a traîné hors de ma chaise. Espèce de morveux ingrat et égoïste, a-t-il sifflé, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir le vin aigre dans son haleine. Il a commencé à me traîner vers le couloir, vers les escaliers. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ça les remerciements qu'on reçoit. J'ai regardé par-dessus son épaule ma mère. Elle était juste assise à la table, sa main couvrant sa bouche, ses yeux grands ouverts avec quelque chose qui aurait pu être de la peur ou qui aurait pu être de l'approbation. Elle n'a rien fait. Connor se tenait dans l'embrasure de la porte, un petit sourire cruel de triomphe jouant sur ses lèvres. C'était ce qu'il voulait. Il voulait me voir briser. Tu agis comme un enfant, a grogné mon père en me poussant dans les escaliers. Alors, nous allons te traiter comme un enfant. Il m'a poussé fort dans ma chambre, et j'ai trébuché, me rattrapant sur mon bureau. Tu iras dans ta chambre, et tu y resteras jusqu'à ce que tu reviennes à la raison et que tu décides de faire ce qu'il faut pour cette famille. Il a claqué la porte. J'ai entendu le vieux verrou rouillé se fermer à clé. Il m'avait réellement enfermé à clé. Un homme de 21 ans enfermé dans sa chambre comme un adolescent rebelle. L'humiliation était une chose physique, une rougeur chaude qui s'est répandue sur mon visage et mon cou. Il n'avait pas fini. Il a parlé à travers la porte fermée, sa voix étouffée mais claire. Et ne pense même pas à appeler ta grand-mère. Ne pense pas à parler à qui que ce soit. Si tu lui dis un seul mot de tout ça, tu es hors de cette maison pour de bon. Nous te déshériterons. Tu me comprends? Tu n'auras rien ni personne. Je me suis effondré sur mon lit, mon épaule lancinante là où ses doigts s'étaient enfoncés. Je tremblais, non pas de peur, mais d'une rage si pure et brûlante qu'elle me brûlait de l'intérieur. Ils n'avaient pas seulement demandé. Ils avaient exigé, menacé, agressé et emprisonné. Les heures ont défilé lentement. J'étais allongé dans le noir, le silence de la maison brisé seulement par le murmure bas et colérique de mes parents et de Connor qui parlait en bas. À un moment donné, la voix de Connor s'est élevée, vive de panique. Il doit me le donner. Ma réunion avec la banque est vendredi. J'ai fermé les yeux. Ils allaient me briser. C'était le plan. Me garder ici, m'isoler, jusqu'à ce que je finisse par céder. Puis, vers minuit, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. L'écran a illuminé la pièce sombre. C'était un SMS d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais je l'ai reconnu grâce à une conversation de groupe qu'une cousine avait créée l'été dernier. C'était Vanessa, la petite amie de Connor, celle dont le père l'avait coupé.
Le message était court. C'était une bouée de sauvetage. C'était un avertissement qui a tout changé. Ne leur fais pas confiance, Ethan. Connor vient de me dire leur vrai plan. Il va attendre que tu sois endormi. Il a trouvé l'ancienne clé de ta chambre. Il va prendre les papiers du fonds fiduciaire dans ton sac. Il dit qu'il peut s'exercer à imiter ta signature et la falsifier. Sors de là. Sérieusement, sors maintenant. J'ai regardé l'écran, les mots brûlant dans mon cerveau. La voix de ma grand-mère a résonné dans ma tête. Ils ne peuvent que te faire le leur donner. Elle avait tort. Ils avaient fini de demander. Ils allaient juste le prendre. Le plan n'était plus de me briser. Le plan était d'attendre que je sois endormi et de commettre un crime. Je me suis levé, le dernier lambeau d'hésitation, d'obligation familiale, se transformant en cendre à l'intérieur de moi. Ma décision était prise. À 5 heures du matin, je serais un fantôme. La maison est finalement tombée dans le silence vers 2 heures du matin. Le murmure bas de voix colérique et désespérée venant du bas s'est estompé, remplacé par les sons familiers de la maison se préparant pour la nuit. J'ai entendu le pas lourd de mon père monter les escaliers, suivi des pas plus légers de ma mère. J'ai entendu la porte de leur chambre se fermer à clé. Pendant 2 heures de plus, je suis resté parfaitement immobile sur mon lit, mes oreilles tendues, à l'écoute. J'avais besoin d'être sûr qu'ils étaient vraiment endormis. Finalement, je l'ai entendu, le ronflement bas et grondant qui émanait toujours de la chambre de mes parents. C'était le signal. Il était temps de partir. 4h30 du matin. Les chiffres sur l'horloge de mon téléphone brillaient dans l'obscurité. Ma rage s'était refroidie, forgée par des heures de fureur silencieuse en une détermination solide et froide. Il ne restait plus de peur. Il n'y avait plus de tristesse. Il n'y avait qu'un sombre sentiment de détermination, une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis déplacé avec une furtivité que j'avais perfectionnée au cours d'une vie passée à essayer d'être invisible. Je me suis glissé hors du lit, mes pieds nus ne faisant aucun bruit sur le vieux plancher de bois. Mon sac à dos, mon vieux et robuste compagnon du collège communautaire, était sur le sol là où je l'avais laissé tomber. J'ai commencé à faire mes bagages, mes mouvements rapides et économes. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, mon diplôme du collège communautaire. C'était les preuves de mon existence, les clés pour recommencer à zéro. Mon ordinateur portable, ma bouée de sauvetage vers le monde extérieur, et surtout, l'épais dossier de couleur crème contenant les documents du fonds fiduciaire. Je l'ai glissé avec précaution dans la housse rembourrée de l'ordinateur portable, une couche d'armure pour mon avenir. J'ai fourré quelques vêtements de rechange, une brosse à dents et les $300 en espèces que j'avais péniblement économisés grâce à mon emploi à la bibliothèque, que j'avais caché à l'intérieur d'une vieille édition de poche de Gatsby le Magnifique. La porte était verrouillée, une barrière symbolique et physique, mais c'était une vieille serrure bon marché. Le SMS de Vanessa avait confirmé qu'ils avaient une clé, mais je ne pouvais pas attendre qu'ils l'utilisent. J'ai sorti mon portefeuille de mon jean, j'ai pris ma vieille carte d'étudiant et j'ai glissé le plastique rigide dans l'espace entre la porte et le cadre. Je l'ai secoué, poussant contre le loquet. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Mon cœur battait contre mes côtes. Puis, avec un doux clic métallique, le loquet a cédé. J'ai retenu mon souffle, écoutant tout bruit venant du couloir. Rien que le ronflement régulier et inconscient de mon père. J'étais libre. Je me suis glissé hors de ma chambre, refermant la porte silencieusement derrière moi. J'ai traversé le couloir sombre comme un fantôme. En bas des escaliers, mon corps a instinctivement su éviter la 3e marche en partant du bas, celle qui laissait toujours échapper un fort grincement. Le salon était rempli des ombres imposantes de meubles qui n'avaient jamais eu l'impression de m'appartenir. C'était une salle d'exposition, pas une maison. J'ai attrapé le chargeur de mon téléphone de la prise murale où il était toujours branché. Dans la cuisine, je me déplaçais avec la même efficacité silencieuse. Quelques bouteilles d'eau du réfrigérateur, quelques barres protéinées du garde-manger, l'essentiel pour survivre. J'avais l'impression d'être un soldat préparant une mission, un réfugié fuyant un pays déchiré par la guerre. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Cette maison était une zone de guerre, et j'en étais la principale victime. L'air frais de l'avant-aube me frappa au visage lorsque je me faufilai par la porte de derrière, le verrou claquant doucement derrière moi. L'air sentait la terre humide et la liberté. Je ne me suis pas retourné. Impossible. Se retourner,
c'était regarder 21 années à être traité comme moins que rien. Et j'en avais fini. Je marchais vers le lever du soleil. La marche de 2 miles jusqu'à la gare était surréaliste. Les rues d'Allentown étaient désertes, baignées dans la lumière pâle et grise d'un nouveau jour. Mon jour. Mon sac à dos était un poids lourd mais réconfortant sur mes épaules, contenant tout ce qui m'appartenait vraiment. À l'intérieur de la gare, les néons bourdonnaient. J'ai acheté un billet aller simple pour Boston avec mon argent liquide. Alors que j'étais assis sur le banc en plastique dur, à attendre le premier train du matin, mon téléphone, que j'avais rallumé, a commencé son agression numérique. Il vibrait sur le banc à côté de moi. Une vibration frénétique et colérique. Un texto de maman, « Ethan, où es-tu ? Ce n'est pas drôle. Ton père est très inquiet. Rentre à la maison tout de suite, et nous pourrons en discuter en famille. » 1 minute plus tard, un appel manqué de papa. Puis une notification de messagerie vocale. Je ne l'ai pas écouté. Un texto de Connor, dont les mots dégoulinaient littéralement de venin, espèce d'idiot égoïste. Tu crois que tu peux simplement t'enfuir ? J'ai besoin de cet argent. Tu es en train de ruiner ma vie. Tu m'entends ? De la ruiner. Puis maman à nouveau, son ton passant d'une fausse inquiétude à une rage pure et non dissimulée, Ethan James Mitchell, je te jure devant Dieu, si tu ne réponds pas à ce téléphone tout de suite, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Ce n'est pas un jeu, rentre à la maison maintenant. Appel de papa, appel de Connor, appel de ma mère, texto après texto, un barrage incessant de culpabilité, de menaces et de manipulation. C'était la bande-son de ma vie, concentrée en 5 minutes de désespoir numérique. J'ai ouvert mon téléphone une dernière fois, mon pouce planant au-dessus du bouton d'alimentation. J'ai envoyé 2 textos rapides, mes propres diffusions finales depuis derrière les lignes ennemies. À mon meilleur ami, Marcus, je suis parti. J'ai dû partir pour de bon. On t'appellera quand je serai en sécurité. Merci d'avoir été un vrai frère, mec. À Madame Chin, mon ancienne patronne de la bibliothèque, chère Madame Chin, j'ai dû quitter la maison de manière inattendue. Je vais bien. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous recontacterai bientôt, Ethan. Puis je suis allé dans les paramètres de mon téléphone, j'ai trouvé les numéros de mes parents et de mon frère, et je les ai bloqués. Les invites demandaient, « Êtes-vous sûr ?» J'ai appuyé sur « Confirmer » sans une seconde d'hésitation. C'était un acte petit et simple, mais il me semblait monumental. C'était le bruit de moi raccrochant enfin définitivement avec eux. Le trajet de 5 heures en train jusqu'au Massachusetts a été un voyage à travers un brouillard d'épuisement et d'adrénaline. J'ai regardé les villes industrielles de Pennsylvanie céder la place aux forêts de New York, puis à la côte du Connecticut, puis aux banlieues du Massachusetts. À chaque mile parcouru sur les rails en dessous, j'ai senti une couche de tension, une couche dont je ne m'étais même pas rendu compte que je la portais, se détacher de mes épaules. Je ne fuyais pas seulement eux. Je courais vers elles. Je courais vers ma propre vie. Il était tard dans l'après-midi lorsque le taxi m'a déposé devant la maison de ma grand-mère à Concord. C'était une belle maison de style colonial, peinte d'un blanc de bon goût avec des volets noirs, entourée d'un jardin qu'elle entretenait avec un soin méticuleux. Elle avait l'air solide, permanente, sûre. Elle ressemblait à un sanctuaire. J'ai remonté le chemin de pierre, mes jambes tremblant, et j'ai sonné. Un instant plus tard, la lourde porte en chêne s'est ouverte, et elle était là. Les yeux de grand-maman Eleanor s'écarquillèrent de surprise, une expression qui se fondit rapidement en une profonde et immédiate inquiétude. « Ethan, bon sang, mon enfant, que fais-tu ici ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Elle m'a tiré à l'intérieur, ses mains étonnamment fortes sur mes bras froids, et m'a enveloppé dans une étreinte qui sentait les vieux livres et la cannelle. « Ton père m'a appelé ce matin, il y a 1 heure, dans une panique complète et totale. Il a dit que tu t'étais enfui, que tu étais tombé amoureux d'une fille de ton ancien collège, que tu prévoyais de dépenser tout ton fonds d'études dans des fêtes et des voyages. Le mensonge était si audacieux, si parfaitement conçu pour me dépeindre comme le méchant et eux comme les parents inquiets et lésés, que tout ce que je pouvais faire était de laisser échapper un rire court, dur et amer. Ce n'est pas ce qui s'est passé, grand-mère, ai-je dit, ma voix tremblant. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis tenu là dans la chaleur de son salon accueillant, et toute l'horrible histoire a simplement jailli de moi, la demande d'argent, la dispute, mon père m'attrapant, les menaces qu'il avait proférées, l'humiliation d'être enfermé dans ma chambre, et enfin, le texto de Vanessa,
L'avertissement qu'il prévoyait de voler les papiers de mon sac et de falsifier ma signature. Pendant que je parlais, j'ai remonté la manche de mon sweatshirt. Les ecchymoses en forme de doigts sur mon épaule commençaient déjà à prendre une teinte foncée et laide de violet. Son visage, pendant qu'elle écoutait, a subi une transformation terrifiante et magnifique. La chaleur et l'inquiétude dans ses yeux ont été remplacées par une fureur froide et tranquille qui était bien plus effrayante que la rage explosive de mon père. Ses lèvres se sont affinées en une ligne dure et droite. Ses yeux, habituellement si pleins de lumière, se sont transformés en éclats d'acier gris. Elle ressemblait à une reine sur le point de condamner un traître. Quand j'ai fini, elle n'a pas dit un mot pendant une minute complète et lourde. Elle est juste restée là, la mâchoire serrée, un muscle tressaillant dans sa joue. Puis elle s'est dirigée vers le téléphone ancien sur sa table d'appoint, a décroché le combiné et a composé un numéro de mémoire. Elle a appuyé sur le bouton du haut-parleur, ses mouvements étant nets et délibérés. Le téléphone à l'autre bout a sonné 2 fois avant que mon père ne décroche. Allô. Sa voix était imprégnée d'une anxiété feinte et forcée. Richard, c'est ta mère. Ethan est ici avec moi. Oh, Dieu merci. La voix de mon père a crépité à travers le haut-parleur, chargée d'un soulagement simulé nauséabond. Maman, Dieu merci, il est en sécurité. Il se comporte de manière si erratique, vous n'en reviendriez pas. Il invente ces histoires folles et paranoïaques. Vous ne pouvez pas croire un mot de ce qu'il dit en ce moment. Ça suffit. La voix de ma grand-mère a tranché ses mensonges comme une lame de rasoir. C'était une voix que je ne l'avais jamais entendue utiliser auparavant. C'était la voix d'un PDG sur le point de licencier quelqu'un, d'un général donnant un ordre final. Ça suffit, Richard. Il m'a tout dit. Il m'a parlé des affaires en faillite de Connor. Il m'a parlé de toi exigeant qu'il remette son fonds d'études pour le sauver. Il m'a montré les ecchymoses sur son bras là où tu l'as attrapé. Il m'a dit que tu avais enfermé ton fils de 21 ans dans sa chambre et que tu avais menacé de le déshériter s'il osait me parler. Maman, ce n'est pas. Il ment. Il est juste dramatique. Vous savez comment il est quand il n'obtient pas ce qu'il veut. J'ai dit, ça suffit. Elle a rugi, et mon père s'est instantanément, complètement tu. Le seul son venant de l'autre bout était sa propre respiration paniquée. J'ai regardé pendant 21 ans. Pendant 21 ans, je vous ai regardé, toi et cette femme, déverser toutes les ressources, toutes les opportunités, chaque goutte d'affection sur votre fils est négatée et inutile, alors que vous avez négligé celui qui valait réellement quelque chose. Je vous ai aidé financièrement à maintes reprises, en espérant toujours que vous finiriez par grandir et devenir un père décent. J'ai fini d'espérer. Ma patience est épuisée. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Le silence d'un homme qui sait qu'il est totalement vaincu. À partir de ce moment, a poursuivi ma grand-mère, sa voix maintenant dangereusement calme, dangereusement précise, vous pouvez considérer tout mon soutien financier comme définitivement terminé. Le cadeau annuel que je vous fais est terminé. Le filet de sécurité a disparu. Et la toute première chose que je vais faire demain matin, c'est d'appeler mon avocat, Monsieur Davison. Je vais apporter des mises à jour immédiates et importantes à mon dernier testament. Vous et Connor ne verrez pas un autre centime de moi. Ni maintenant, ni jamais. Suis-je clair? Il n'y a pas eu de réponse. Suis-je clair, Richard, répéta-t-elle, sa voix comme du granit. Oui, maman, étranglée et pathétique, c'est tout ce qu'il a réussi à murmurer. Grand-maman Eleanor a mis fin à l'appel. Le clic du téléphone mettant fin à la conversation résonnant dans la pièce silencieuse. Elle s'est tournée vers moi, et la fureur glaciale dans ses yeux a fondu, remplacée par un amour féroce et protecteur qui ressemblait à un bouclier physique. Tu resteras ici avec moi jusqu'à ce que tu commences à Westford, a-t-elle dit, sa voix ferme, ne laissant aucune place à la discussion. C'est ta maison maintenant, et tu n'as pas à t'inquiéter d'une seule chose. La tempête est finie. Mais ce n'était pas le cas. La tempête qu'elle avait déclenchée venait de toucher terre en Pennsylvanie, et j'étais sur le point d'entendre le tonnerre. Vivre avec ma grand-mère, c'était comme entrer dans un pays différent et découvrir que c'était votre véritable patrie. Sa maison à Concord était l'antithèse de celle que j'avais fuie. C'était calme. C'était ordonné. Et c'était rempli d'un sens du but tranquille. Ce n'était pas comme une salle d'exposition. On se sentait comme chez soi. Nous sommes tombés dans un rythme facile et confortable. Je l'aidais dans son magnifique jardin,
où elle m'a appris la différence entre une mauvaise herbe et une plante vivace. Elle, à son tour, m'a appris à faire sa célèbre tarte aux pommes, une recette secrète qui impliquait une pincée de cannelle et beaucoup de beurre. Le soir, nous nous asseyions dans son confortable bureau, un feu crépitant dans le foyer, et nous regardions de vieux films en noir et blanc, de Casablanca à La vie est belle. Pour la première fois dans ma mémoire, je me sentais non seulement vu, mais apprécié. Elle me posait des questions sur les livres que je lisais, sur mes réflexions sur l'actualité politique du jour, sur mes espoirs et mes craintes spécifiques pour l'avenir. Elle me parlait non pas comme à un enfant, mais comme à un égal, un adulte dont elle appréciait sincèrement l'opinion. C'était une révélation, comme découvrir une couleur primaire dont je n'avais jamais su l'existence. Elle a également commencé à m'intégrer dans son monde. Ses amis étaient un groupe formidable de retraités perspicaces, de médecins, d'avocats, de professeurs, qui semblaient tous posséder son vif intellect et son attitude pragmatique. Ils m'ont accueilli dans leur cercle sans hésitation. Parmi eux, il y avait un homme nommé Dr William Thornton, professeur émérite d'économie de Harvard, un homme au rire tonitruant et aux yeux qui gardait encore l'étincelle de la curiosité intellectuelle. Après avoir entendu une version condensée et moins émouvante de mon histoire et avoir discuté de mon intérêt pour les affaires et la finance, il m'a pris sous son aile. Il m'a proposé de me mentorer et a même fait en sorte que j'assiste à un cours d'été en stratégie d'entreprise à l'université juste pour me familiariser avec le sujet avant Westford. Je respirais soudainement l'air raréfié d'un monde dont je n'avais jamais fait que lire des livres. J'entrais dans une vie de privilège incroyable, un privilège gagné non pas par droit de naissance, mais par le simple fait d'être valorisé. Pendant ce temps, les ondes de choc de mon départ et de l'appel téléphonique cataclysmique de grand-maman commençaient à se répandre depuis la Pennsylvanie. Une semaine après mon arrivée, mon téléphone a sonné. C'était tante Jessica. « Comment ça va, mon chéri ?» a-t-elle demandé, sa voix étant un baume réconfortant d'une sincère inquiétude. « Je vais bien, tante Jess. Je vais vraiment, vraiment bien. Je suis avec grand-maman. »« Je sais », a-t-elle dit avec un rire sec. « Ta mère m'a appelé en hurlant à plein poumon. Apparemment, toi et Eleanor êtes maintenant des co-conspirateurs dans un complot visant à ruiner la famille. Le drame est à son apogée, a-t-elle soupiré, son ton changeant. Je pensais juste que tu devrais savoir ce qui se passe réellement ici. Ce n'est pas joli, Ethan. Que se passe-t-il, ai-je demandé, m'installant dans une chaise en osier confortable sur le porche ensoleillé de ma grand-mère. Une douce brise agitait les feuilles de l'érable ancien dans sa cour. C'est un effondrement financier complet, a-t-elle dit brutalement. Les affaires de Connor se sont officiellement effondrées. Ce n'est pas seulement en train d'échouer, c'est en faillite. Il a dû vendre cette voiture de sport ridicule à perte et a officiellement réintégré son ancienne chambre. Tes parents ont contracté une deuxième hypothèque sur la maison il y a quelques mois pour essayer de couvrir certaines de ses dettes croissantes. Mais ce n'était qu'un pansement sur une plaie béante. Ce n'était pas du tout suffisant. J'ai ressenti un étrange pincement dans ma poitrine. Ce n'était pas de la pitié, pas vraiment. C'était une tristesse sombre et détachée face au gaspillage pur et évitable de tout cela. C'était un gâchis entièrement de leur propre fabrication, un incendie qu'ils avaient alimenté pendant 2 décennies. Et voici le clou du spectacle, a poursuivi Jessica, sa voix étant imprégnée d'une note familière d'incrédulité face au comportement de sa sœur. Il l'aide toujours. Martha essaie de vendre les bijoux que ta grand-mère lui a donnés il y a des années. Richard travaille les week-ends comme caissier dans un Home Depot juste pour joindre les deux bouts. Et que fait l'enfant chéri? A-t-il même cherché un emploi? Non. Il reste assis dans sa chambre toute la journée à jouer à ses jeux vidéo, puis il sort boire avec ses amis losers la nuit. Il n'a rien appris. L'enfant chéri était tombé de son trône, et il était déterminé à entraîner ses fidèles sujets dans les douves avec lui, et il le laissait faire. La réalité complète et non édulcorée de leur désespoir est devenue claire quelques jours plus tard. J'étais dans la cuisine en train d'aider grand-maman à préparer le déjeuner quand une BMW clinquante et familière s'est garée dans l'allée. Mes parents. Le visage de ma grand-mère s'est durci en un masque d'acier poli et impénétrable. Elle s'est calmement essuyé les mains sur son tablier. « Reste ici, Ethan », a-t-elle dit, sa voix calme mais ferme. « Ce n'est pas ta bataille à mener. » Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée et l'a ouverte avant même qu'il ne puisse sonner, sortant sur le porche pour bloquer leur entrée comme si elle était une garde à la porte d'un palais. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine, mon cœur battant un rythme nerveux contre mes côtes. Je ne pouvais pas entendre leurs mots, mais leur langage corporel racontait toute l'histoire.
Ma mère suppliait, ses mains jointes dans une posture de supplication. Son visage était marqué par le désespoir. Mon père essayait d'avoir l'air raisonnable, faisant des gestes d'apaisement vers la maison, puis jetant un coup d'œil vers la fenêtre où je me tenais. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait juste l'air fatigué et vaincu. Grand-maman Éléanore était immuable. Elle se tenait là comme une statue taillée dans le granit de Nouvelle-Angleterre, ses bras croisés sur sa poitrine. Je l'ai vue secouer la tête une fois, un geste net et définitif qui n'avait pas besoin de son. Après quelques minutes supplémentaires de ce qui était clairement un appel infructueux, mes parents se sont retournés. Les épaules de ma mère tremblaient de sanglots. Mon père marchait avec la posture affaissée d'un homme qui avait tout perdu. Ils sont remontés dans leur voiture chère et alimentée par la dette et sont repartis. La dynamique du pouvoir avait complètement, irrévocablement et visiblement changé. Je n'étais plus celui qui était à l'extérieur et qui regardait à l'intérieur. C'étaient eux. J'étais en sécurité à l'intérieur du sanctuaire, et c'étaient eux qui étaient laissés dehors dans le froid. Plus tard ce soir-là, comme si l'univers voulait me fournir un point d'exclamation, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô. Il y a eu un bruit de mélange frénétique. Et puis j'ai entendu la voix de ma mère, tendue de panique, ne réalisant pas qu'elle avait appelé quelqu'un. Je ne sais tout simplement pas quoi faire, Richard. La banque a envoyé une autre lettre aujourd'hui. C'est un avis final. Il parle de saisie. Nous allons perdre la maison. Puis j'ai entendu la voix de mon père, un rugissement de rage pure et impuissante. C'est sa faute. C'est entièrement sa faute. Si cet enfant ingrat et égoïste avait simplement fait ce qu'on lui avait dit, rien de tout cela ne se serait produit. Il aurait pu tout arranger. Un autre bruit de mélange. Un juron étouffé de ma mère. Et puis la ligne s'est coupée. Un appel accidentel. Un aperçu brut, non filtré et accidentel du chaos privé de leur vie. Ils n'étaient pas désolés. Ils n'étaient pas repentants. Ils n'avaient rien appris. Ils cherchaient juste quelqu'un à blâmer. Et leur bouc émissaire choisi était moi. J'ai raccroché le téléphone, et un calme étrange et profond s'est installé en moi. Le moindre vestige de culpabilité, le dernier murmure de doute que j'avais bien fait, s'est évaporé dans la chaleur de leur rage égoïste. Ils se noyaient dans une mer de conséquences de leur propre fabrication, et au lieu d'apprendre à nager, ils ne faisaient que maudire l'eau. Ma nouvelle vie, celle qui m'attendait à Westford, ne pouvait pas arriver assez tôt. Ce n'était plus une fuite. C'était une destination. Août est arrivé, épais et humide, apportant avec lui le début de ma nouvelle vie. Déménager dans ma chambre de résidence à Westford College, c'était comme franchir un portail vers un univers parallèle. Le campus était une carte postale du monde universitaire, avec tous ses bâtiments en briques couverts de lierre, ses vastes pelouses verdoyantes et le bourdonnement tranquille et déterminé des étudiants se déplaçant entre les cours. C'était un monde à part des centres commerciaux et des ressentiments mijotants de ma ville natale. Mon colocataire, un étudiant en pré-médecine brillant du fin fond de la Californie nommé Jason Kim, est devenu un ami instantané. Il était drôle, concentré et rafraîchissant. Il ne savait rien de mes drames familiaux, et je n'avais pas l'intention de lui en parler. Ici, dans ce nouveau monde, je n'étais pas le fils oublié ou le bouc émissaire de la famille. J'étais juste Ethan, le gars de Pennsylvanie qui était bon en statistiques et qui faisait un café décent. C'était libérateur. Les cours étaient tout ce que j'avais espéré, stimulants, fascinants et dispensés par des professeurs passionnés par leur sujet. Je me suis jeté dans mes études. J'ai rejoint le club d'affaires de premier cycle, j'ai commencé à écrire une chronique pour le journal du campus et j'ai obtenu un emploi à temps partiel avec programme travail-études dans le bureau des admissions de l'université, aidant à faire visiter le campus aux futurs étudiants et à leurs familles. Je regardais les visages pleins d'espoir et nerveux des lycéens et de leurs parents fiers et je ressentais un pincement de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer, un mélange de tristesse pour ce que je n'avais jamais eu et de gratitude pour l'endroit où j'avais fini par me retrouver. Le docteur Thornton, l'ami de ma grand-mère de Harvard, avait été fidèle à sa parole. Il m'avait mis en contact avec l'une de ses anciennes étudiantes les plus brillantes, une femme nommée professeure Alicia Rivera, qui enseignait l'éthique des affaires à Westford. Elle était une centrale d'énergie, vive, perspicace, et elle ne tolérait pas les imbéciles. Elle a vu quelque chose en moi, une perspective, a-t-elle dit, qui était ancrée dans une réalité à laquelle la plupart de nos étudiants n'ont jamais eu à faire face. Après avoir rédigé un article pour son cours analysant un cas de malversation d'entreprise,
elle a été tellement impressionnée qu'elle m'a offert un poste rémunéré d'assistant de recherche pour le prochain semestre de printemps. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être à plein régime. Je me trouvais dans un endroit où le travail acharné était récompensé, où l'intelligence était valorisée et où mon avenir n'était limité que par ma propre ambition. Mon passé, avec tout son bagage toxique, commençait à ressembler à une histoire qui était arrivée à quelqu'un d'autre, un film en noir et blanc granuleux que j'avais vu autrefois. Puis, un mardi après-midi d'automne net et clair, fin octobre, le passé est venu frapper à ma porte. J'étais dans ma chambre d'étudiant en train de réviser pour un examen de mi-session de microéconomie lorsque mon conseiller résidentiel, Marc, a frappé à la porte. « Salut, Ethan, tes parents sont là, dit-il, semblant un peu gêné. Ils t'attendent en bas au grain, le café du campus. » Mon estomac se serra. Une crainte froide, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des mois, m'envahit. J'avais espéré, naïvement, qu'ils avaient finalement compris le message et qu'ils me laisseraient tranquille. De toute évidence, ce n'était pas le cas. Mais je savais que c'était une confrontation que je ne pouvais pas éviter éternellement. Je ne pouvais pas les fuir pour le reste de ma vie. Je devais les affronter, non pas comme le gamin effrayé et en colère qu'ils avaient enfermé dans une pièce, mais comme l'homme que j'étais en train de devenir. « Merci, Marc. »« Je vais y aller, » dis-je, ma voix beaucoup plus calme que je ne le ressentais. Je les ai trouvés assis à une petite table collante dans le coin du café animé. Ils semblaient complètement déplacés, comme des touristes qui se seraient égarés dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue. Ils semblaient plus âgés, plus usés que je ne les avais jamais vus. Le costume de mon père, autrefois son armure de fierté professionnelle, était froissé et semblait une taille trop grande pour lui. Ma mère, qui avait toujours été si méticuleusement soignée, avait des cernes sous les yeux, et son sac à main de marque posé sur la table entre eux ressemblait à une imitation bon marché sous les lumières fluorescentes vives et impitoyables. Ils avaient l'air plus petits, diminués. « Ethan, » dit ma mère, sa voix douce, hésitante. Elle tendit la main à travers la table, mais je gardais mes propres mains fermement enroulées autour de la tasse de café chaude que je venais d'acheter. « Tu as l'air bien. L'université te réussit. »« Que voulez-vous » demandai-je. Ma voix était polie mais froide. Je n'étais pas intéressé par les amabilités. Mon père se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. L'arrogance bruyante d'autrefois avait disparu, remplacée par une anxiété désespérée et lasse qui semblait l'accabler. « Nous, fils, nous voulions nous excuser » commença-t-il, ses yeux parcourant la pièce, incapable de croiser les miens. « Nous avions tort. Nous le savons maintenant, de te faire pression, de te menacer. Nous étions dans une mauvaise passe. Nous avions tort sur beaucoup de choses. » J'attendis, sans rien dire. Je savais que ce n'était que l'ouverture. La vraie performance allait commencer. Une excuse de leur part n'était jamais juste une excuse. C'était la clé qu'ils utilisaient pour essayer d'ouvrir une porte. Il y avait toujours un angle, toujours quelque chose qu'ils voulaient. Nous espérions, continua mon père, sa voix soigneusement mesurée, que tu serais disposé à nous aider. Nous sommes dans une situation difficile, fils. Une situation terriblement difficile. Ta grand-mère ne veut même plus nous parler, ajouta ma mère, sa voix se brisant avec ce qui ressemblait à un véritable désespoir. Elle nous a complètement coupés. Nous pensions peut-être que tu pourrais lui parler pour nous. Il s'agit de Connor. Qu'est-ce qui se passe avec Connor, demandai-je, ma prise sur ma tasse se resserrant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. C'était ça, la vraie raison pour laquelle ils étaient ici. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes, de vraies larmes cette fois, pensai-je, des larmes de véritable peur et de désespoir. Il a des problèmes, Ethan. De sérieux problèmes juridiques. Mon père prit une profonde inspiration tremblante, le son à peine audible au-dessus du sifflement de la machine à expresso derrière le comptoir. Nous avons besoin d'argent pour ces frais juridiques. Un bon avocat. Un très bon. Un œuf froid se forma au creux de mon estomac. Qu'est-ce qu'il a fait? Ma mère craqua finalement complètement, son visage s'effondrant alors que des sanglots silencieux et tremblants la submergeaient. C'est mon père qui répondit, sa voix un murmure bas et vaincu. Il me regarda enfin directement dans les yeux, et dans leur profondeur, je vis un homme qui était vraiment brisé. Fraude, dit-il. Le mot flottait dans l'air entre nous, épais et laid et définitif. Nous avons découvert qu'il avait contracté plus de prêts, des prêts importants, sur la maison.
Il a falsifié ma signature sur les documents de prêt. Il secoua lentement la tête, un air d'incrédulité hébété sur le visage. La banque l'a découvert. Il porte plainte. Il a été arrêté, Ethan. Son avocat commis d'office dit qu'il parle de vraie prison. Toute l'image laide et pathétique s'est finalement mise en place. La deuxième hypothèque n'avait pas suffi. Le travail du week-end chez Home Depot n'avait pas suffi. Alors Connor, mon frère brillant et chéri, dans son infinie sagesse égoïste, avait commis son acte de trahison finale et ultime. Il n'avait pas seulement ruiné sa propre vie. Il avait mis le feu à la leur, prenant leur maison, leur sécurité, tout leur avenir, et l'utilisant comme allumage. Et maintenant, ils étaient là. Ils étaient assis devant moi, me demandant, à moi, le fils qu'ils avaient négligé, maltraité et rejeté, d'être leur pompier, d'utiliser l'argent qui était mon évasion, mon avenir, ma récompense durement gagnée pour toute une vie de leur négligence, pour essayer de sauver la personne même qui avait causé tous les dommages. Un sentiment étrange et profond de calme m'envahit. La colère avait disparu. La douleur avait disparu. À leur place, il n'y avait qu'une clarté tranquille et cristalline. Non, dis-je. Le mot était doux, mais il perça le bruit du café. Ma mère leva les yeux, son visage couvert de larmes, un masque d'incrédulité totale. « Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai dit non, répétai-je, ma voix égale et stable. Je ne vous donnerai pas un seul dollar de cette fiducie. Ni pour son avocat, ni pour rien. Mais c'est ton frère, balbutia mon père, une lueur de son ancienne colère impuissante revenant. Il pourrait aller en prison pendant des années. Je me levai de la table, rassemblant mon sac à dos, le jetant sur mon épaule. Je baissai les yeux sur les deux personnes qui m'avaient donné la vie mais qui ne m'avaient jamais appris à la vivre. Vous savez ce qui est drôle, dis-je, et ma voix était calme, presque conversationnelle. Pendant toute ma vie, le mantra de votre famille était « la famille est de la famille ». Mais ce n'était jamais une voix à double sens, n'est-ce pas? C'était toujours « tout le monde est de Connor ». Vous avez construit ce monstre. Vous avez nourri ses droits chaque jour. Vous avez excusé ses échecs. Vous avez nettoyé ses dégâts. Vous lui avez appris par chaque action qu'il n'y avait jamais de vraies conséquences à ce qu'il faisait. Je me penchai légèrement, ma voix baissant à un murmure presque, uniquement pour leurs oreilles. Eh bien, regardez autour de vous. Ce sont les conséquences. C'est ce qui arrive quand les chèques s'arrêtent et que les faveurs s'épuisent. Et pour la première fois de sa vie, et de la vôtre, vous allez tous devoir les affronter. Seul. Je me retournai et m'éloignai, me faufilant entre les tables d'étudiants qui riaient et étudiaient, inconscients. Je sortis du café et respirai l'air d'automne frais et vif. Je ne courus pas. Je ne me retournai pas. Le bruit du café, l'odeur du café brûlé, la vue de leurs visages choqués et brisés, tout s'estompa derrière moi. J'étais libre. Vraiment, complètement et irrévocablement libre. Les 6 mois suivants se sont écoulés, non pas en jours ou en semaines, mais en étapes importantes. La première neige sur le campus de Westford, la satisfaction d'avoir réussi mon examen final de microéconomie, la fierté silencieuse de voir mon nom inscrit comme assistant de recherche sur la porte du bureau du professeur Rivera. Chacune était une brique, et avec elle, je construisais une nouvelle vie, une nouvelle identité sur une base qui n'avait rien à voir avec la famille que j'avais laissée derrière moi. J'avais parfois des nouvelles par le biais des commérages de tante Jessica. Mes parents avaient perdu la maison comme prévu et loué un petit appartement sinistre de l'autre côté de la ville. Mon père avait 2 emplois. Ma mère avait pris un poste de réceptionniste dans un cabinet dentaire. La vie de loisirs et de statut qu'ils avaient si désespérément recherchée s'était évaporée. Connor avait conclu un accord de plaidoyer, plaidant coupable de fraude criminelle. Il purgeait une peine de 2 ans dans une prison d'État à sécurité minimale. Quand Jessica me l'a dit, je n'ai rien ressenti. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la pitié ou de la tristesse. C'était juste une information, comme lire un titre sur un étranger dans un journal. Leur histoire n'avait plus de pouvoir sur moi. C'était leur histoire, pas la mienne. Les vacances d'hiver sont arrivées et je les ai passées avec grand-maman Eleanor dans sa maison chaleureuse et calme à Concord. C'était la première fois de ma vie que les fêtes de fin d'année me semblaient paisibles. Il n'y avait pas de tension latente, pas de compétition, pas de sourire forcé. Il n'y avait que le confort du feu, le parfum de la pâtisserie et la compagnie facile de quelqu'un qui me voyait et me valorisait pour ce que j'étais exactement. La veille de Noël,
Après un dîner simple et délicieux de poulet rôti et sa tarte aux pommes parfaite, elle me tendit un petit cadeau magnifiquement emballé. Il était plat et rectangulaire. Grand-maman, tu m'as déjà donné le monde, dis-je, vraiment dépassé. La fiducie était tout. Non-sens. Ce n'est qu'une question pratique, dit-elle avec un geste de la main méprisant et un sourire chaleureux. Ouvre-le. À l'intérieur de la boîte, nichée dans du papier de soie, il y avait une seule clé en laiton brillante et une photo. La photo représentait un petit appartement de 2 chambres charmant avec de grandes fenêtres et une façade en briques dans une rue bordée d'arbres que j'ai reconnu instantanément. C'était à quelques pâtés de maison du campus de Westford. J'ai acheté l'unité comme investissement immobilier, expliqua-t-elle, ses yeux pétillant d'une lumière stratégique familière. Le marché près d'une bonne université est toujours fort, mais il me semble qu'un bon investissement a besoin d'un locataire fiable et à long terme, quelqu'un qui prendra soin de l'endroit. Elle tapota la photo. Tu peux y vivre gratuitement pendant le reste de ton séjour à Westford. Il est à toi. Après ton diplôme, nous pouvons décider si tu veux me l'acheter à un tarif familial ou si nous devons le vendre et partager le profit. Considère-le comme ta première leçon en gestion immobilière. J'étais sans voix. Je fixai la clé reposant dans ma paume. Elle semblait lourde, solide. Ce n'était pas seulement une clé d'un appartement. C'était une clé d'un avenir. C'était une clé d'une vie de stabilité, de sécurité, d'avoir une place dans le monde qui soit vraiment la mienne, que personne ne pourrait menacer ou enlever. Je ne sais pas quoi dire, grand-maman, réussis-je finalement, ma gorge serrée d'une émotion que je ne pouvais pas nommer. Elle se contenta de me tapoter la main. Tu n'as rien à dire, Ethan. Continue juste à me rendre fier. Et pour l'amour du ciel, ne perds pas la clé. Le printemps suivant, un samedi d'avril ensoleillé et venteux, j'ai utilisé cette clé pour la première fois. J'ai ouvert la porte de mon propre appartement. Les pièces étaient remplies de lumière du soleil. Les murs étaient fraîchement peints d'une crème neutre et chaleureuse, et les vieux planchers de bois franc brillaient. Ils sentaient la peinture fraîche et la possibilité. Mon nouveau colocataire, mon ami Jason, était déjà là, entouré d'une montagne de boîtes, déballant joyeusement son système de son ridiculement grand. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un appel de Marcus. « Mec, tu ne croiras pas l'email que je viens de recevoir, dit-il, sa voix bourdonnante d'une excitation contagieuse. Cette opportunité de stage insensé chez Blackwood Capital à New York, celle que nous pensions tous les deux être un coup dans le vide. Ils veulent nous interviewer, nous deux. Une entrevue conjointe d'abord, puis individuelle. Tu peux le croire ? Je me suis dirigé vers la grande baille vitrée de mon nouveau salon. J'ai regardé la rue bordée d'arbres où des étudiants lançaient un frisbee sur la pelouse en face. Le monde bourdonnait de vie et de potentiel. Pendant 21 ans, mon identité avait été forgée dans le creuset de ma famille. J'étais le deuxième fils, celui qu'on oublie, le plan de secours qui n'était jamais nécessaire. J'étais défini par ce que je n'étais pas. Maintenant, debout dans mon propre appartement avec un avenir qui s'étendait devant moi, brillant et plein de promesses, j'étais défini uniquement par ce que j'étais et ce que je pouvais devenir. J'étais Ethan, et c'était plus que suffisant. J'ai souri, un sourire réel et authentique qui atteignait mes yeux et remplissait ma poitrine d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil qui traversait la fenêtre. « Ouais, mec, dis-je au téléphone, ma voix pleine d'une confiance que je n'avais jamais connue auparavant. J'y crois. Faisons-le. Envoie-moi les détails. On va y arriver. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre et peut-être même résonné avec un morceau de votre propre expérience. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû faire un choix difficile pour protéger votre propre avenir, même si cela signifiait laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous ? Je serais honoré si vous partagiez votre histoire ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce qui va suivre.